Nous allons démarrer ce conseil municipal. Je vous propose de commencer par l'appel nominal. Nadège Dosba. Patrick Cantigny. Est-ce qu'il faut que je prenne ça? Fabienne Pasquale qui a donné procuration à Pierre Brouste Lefin. Dominique, mais qui nous rejoindra peut-être. Mais c'est pas sûr parce que je crois que son train est en retard. Dominique Baud qui a donné procuration à Hervé Georges. Sylvie Dufour qui a donné procuration à Christiane Prévost. Morgane Boutet, Christiane Prévost, Éric Chauveton, Alain Bourguignon, Bernard Plé, Jean-Louis Marthe-Goutte qui s'est excusé, François Velasco, Jean-Pierre Poumeiro, Hervé Georges, Pierre Brouste Lefin, Carole Bonafoux, Florence Pereira, Anne-Marie Morera, elle a donné procuration à Françoise Velasco, Franz Mougeot, Frédéric Arrojo, Vanessa Daniel, Séverine Plassans qui a donné pouvoir à Carole Bonafou, Patrice Joubert, Jean-Claude Saunier, Tristan Poc, Vincent Échouer, Graziella Clicheroux, Jean-Mathieu Lecoq. Parfait. Je fais passer la feuille de signature. Donc, approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal de 19 septembre 2022. Avez-vous des modifications à y apporter? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Décision prise en application de l'article 21-22 du Code général des collectivités territoriales. Décision numéro 2022-63 avec un visa préfectoral du 13 septembre. Demande de financement au titre de l'appel à projet départemental résilience du territoire face au risque feu de forêt. Décision numéro 2022-64 avec un visa préfectoral du 16 septembre. Fixation des tarifs des dispositifs municipaux 2022-2023. Décision numéro 2022-65 visa préfectoral en date du 20 septembre 2022. Règlement des honoraires d'avocats cabinet Cornille Fouché requête numéro 220 48 45-2. Décision numéro 2022-66 visa préfectoral du 21 septembre 2022. Signature de la convention d'objectifs et de financement prestation de services de loisirs ALSH accueil adolescents bonus territoire convention territoriale globale. Décision numéro 2022-67 visa préfectoral du 21 septembre fixation de nouveaux tarifs pour la restauration scolaire. Décision numéro 2022-68 avec un visa préfectoral du 5 octobre, signature du marché numéro 2022-09 relatif aux travaux d'aménagement de l'espace cinéraire du cimetière de Salles, lot numéro 1, fourniture et installation de monuments funéraires. Décision numéro 2022-69 avec un visa préfectoral du 5 octobre, signature du marché numéro 2022-09, réaménagement de la cour du relais petite enfance de la commune de Salles. Décision numéro 2022-70 avec un visa préfectoral du 20 octobre. Fixation des tarifs dans le cadre du marché de Noël. Décision numéro 2022-71 avec un visa préfectoral du 11 octobre. Fixation de la tarification pour le séjour à l'étranger direction Béra. Décision numéro 2022-72 visa préfectoral du 11 octobre. Règlement des honoraires d'avocats cabinet Cornille Fouché requête numéro 2101-852-2. Décision numéro 2022-73 visa préfectoral du 14 octobre. Signature de la convention avec l'UDSP 33 dans le cadre de l'action parcours parentalité du samedi 22 octobre 2022. Décision numéro 2022-75 visa préfectoral du 4 novembre. Signature au marché relatif à la mission de maîtrise d'œuvre pour la restructuration de l'accueil de la mairie de la commune de Salles. Décision numéro 2022-76 visa préfectoral du 4 novembre. Signature des marchés relatifs à la maîtrise d'œuvre pour l'extension et la restructuration du multi-accueil. Décision numéro 2022-77 visa préfectoral du 4 novembre. Signature des marchés relatifs à la mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la salle des fêtes du bourg. Voilà, je vous propose de passer à la première délibération, numéro 2022-90, constitution et composition des commissions municipales, modification de la délibération numéro 2022-48 du 27 juin 2022. Et la parole est à Alain.
Le Conseil municipal, vu la délibération 2022-47, prise en Conseil municipal le 27 juin 2022, actant la démission de conseillers municipaux et l'installation de nouveaux conseillers. Vu la délibération 2022-48, prise en Conseil municipal le 27 juin 2022, portant constitution et composition des commissions municipales. En raison de la démission de Perrine Heurtaud, conseillère municipale, il convient de procéder à son remplacement au sein des commissions municipales. Lors de son installation en qualité de conseiller municipal par délibération 2022-47, prise en Conseil municipal le 27 juin 2022, Jean-Claude Saunier a déclaré se dissocier du groupe Salle pour tous, au sein duquel il a été élu lors des dernières élections municipales, en ces termes: « J'accepte de siéger comme élu à part entière, mais surtout comme élu entièrement à part, parce que je suis le seul représentant Rassemblement national au sein de ce conseil municipal. » Lors du conseil municipal du 19 septembre 2022, le groupe Salle pour tous a exprimé sa volonté de désigner au sein des commissions municipales uniquement des membres de son groupe, et donc sans M. Saunier, qui vient de le quitter. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider de la composition des commissions comme suit. Commission festivités, communication et commerce. Frédéric Arrojo, Alain Bourguignon, Carole Bonafou, Éric Chauveton, Jean-Pierre Pouméreau, Florence Pereira, Vincent Échouer, Graziella Clicheroux, Jean-Mathieu Lecoq. 2 administrés nommés par le maire, Emmanuel Philippe et Bernard Dumorat. Commission Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et Vie scolaire. Morgane Boutet, Pierre Brouste-Lefin, Vanessa Daniel, Franz Mougeot, Florence Pereira, Séverine Place-Hans, Tristan Pauque, Graziella Clicheroux, Jean-Mathieu Lecoq et 2 administrés nommés par le maire, Christine Duluc et Alain Pingot. Commission Action sociale. Anne-Marie Morera, Vanessa Daniel, Sylvie Dufourc, Hervé Georges, Jean-Pierre Pouméreau, Séverine Place-Hans, Graziella Clicheroux, Tristan Pauque, Jean-Mathieu Lecoq et 2 administrés nommés par le maire, Nadège Dugast et Annabelle Saint-Saint. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2022-91, composition de la commission de délégation de services publics DSP et de concession modification de la délibération numéro 2021-58 du 11 octobre 2021. La parole est à Jean-Pierre. Le conseil municipal, vu la délibération numéro 2020-7-3-09, prise en conseil municipal le 16 juillet 2020, portant composition de la commission DSP et concession, modifiée par délibération numéro 2021-58 du 11 octobre 2021. Vu la démission de Mme Perrine Heurtaud au poste de conseillère municipale, actée par délibération numéro 2022-47 du 27 juin 2022 et l'installation de M. Jean-Claude Saunier. Lors de son installation en qualité de conseiller municipal, Jean-Claude Saunier a déclaré se dissocier du groupe Salle pour tous, au sein duquel il a été élu lors des dernières élections municipales de ces termes. J'accepte de siéger comme élu à part entière, mais surtout comme élu entièrement à part, parce que je suis le seul représentant Rassemblement national au sein de ce conseil municipal. Lors du conseil municipal du 19 septembre 2022, le groupe Salle pour tous a exprimé sa volonté de désigner au sein des commissions municipales uniquement des membres de son groupe et donc sans M. Saunier qui vient de le quitter. Pour rappel, cette commission a pour objet de procéder à l'attribution des concessions et délégations de services publics en analysant les dossiers de candidature et en dressant des candidats admis à présenter une offre. En application de l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, la commission est composée de l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de services publics ou de son représentant, président, et de 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Étant précisé que les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, et qu'en cas d'égalité de reste, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. À ce titre, il s'agira de procéder au remplacement du siège suppléant pour la liste Salle pour tous en proposant la nomination de M. Patrice Joubert. Il est proposé à main levée en conformité avec les dispositions de l'article L. 2121-21 du CGCT. Après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'organiser le vote à main levée, de fixer la commission de la commission DSP et concession comme telle: titulaire Christiane Prévost, Éric Chauffeton, Dominique Baude, Vincent Téchoir, Jean-Mathieu Lecoq. Suppléant Bernard Play, Alain Bourguignon, Hervé Georges, Patrice Joubert. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il une opposition? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, numéro 2022-92, proposition de remplacement d'un membre siégeant au sein de la commission de contrôle des listes électorales, modification de la délibération numéro 2021-55 du 11 octobre 2021. La parole est à Frédéric. Il convient de procéder au remplacement de Carole Gréaume et de Perrine Orteau au sein de la commission de contrôle des listes électorales dans laquelle elle avait été nommée par arrêté préfectoral précité, pour laquelle cette commission est chargée de veiller à la régularité des listes électorales et de statuer sur les recours administratifs préalables afférents. Elle peut, à la majorité de ses membres et dans une période donnée, réformer des décisions prises ou procéder à l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Dans les communes de 1000 habitants et plus dans lesquelles 3 listes au moins ont obtenu les sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée de 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur les listes électorales. 2 conseillers municipaux appartenant respectivement à la 2e ou à la 3e liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation ou des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale. Il est précisé que les membres suppléants de la commission de contrôle sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Toutefois, la liste Salle naturellement ne dispose que d'un siège et n'a donc pas de suppléant. Il revient au préfet de nommer par arrêté le dit conseillers municipaux. Ainsi, le conseil municipal est invité à proposer la désignation de la commission de membres suivants, pris dans l'ordre du tableau, qui ont formulé leur intention de participer aux travaux de cette commission. Titulaire Alain Bourguignon, Bernard Play, Jean-Louis Martegoutte, Vincent Téchoir, Jean-Mathieu Lecoq. Suppléant Françoise Velasco, Pierre Bosse-Lefin, Hervé Georges et Patrice Joubert. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de soumettre à la nomination de la préfète et des conseillers municipaux susvisés pour siéger au sein de la commission de contrôle des listes électorales de la commune. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2022-93, désignation des membres élus du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, modification de la délibération numéro 2022-49 du 27 juin 2022. La parole est à Éric. Vu la démission de Mme Perrine Orteau au poste de conseillère municipale, actée par délibération numéro 2022-47, prise en conseil municipal le 27 juin 2022, et l'installation de M. Jean-Claude Saunier. Lors de son installation en qualité de conseiller municipal, Jean-Claude Saunier a déclaré se dissocier du groupe Salle pour tous, au sein duquel il a été élu lors des dernières élections municipales, en ces termes. J'accepte de siéger comme élu à part entière, mais surtout comme élu entièrement à part, parce que je suis le seul représentant au Rassemblement national au sein de ce conseil municipal.
Lors du conseil municipal du 19 septembre 2022, le groupe Salles pour tous a exprimé sa volonté de désigner au sein des commissions municipales uniquement des membres de son groupe, et donc sans M. Saunier qui vient de le quitter. Il convient de procéder au remplacement de Mme Perrine Heurtaud et modifier ainsi la composition des membres élus du conseil d'administration du CCAS. À ce titre, il s'agira de proposer la nomination de M. Patrice Joubert. Il est proposé un vote à main levée en conformité avec les dispositions de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de organiser le vote à main levée, procéder au remplacement de Perrine Heurtaud par M. Patrice Joubert au sein du conseil d'administration du CCAS. Conclure que la composition du conseil d'administration du CCAS de Salles sera désormais la suivante pour les membres issus du conseil municipal. Bruno Bureau, maire, président de droit du CCAS. 5 membres élus. Madame Sylvie Dufour, Madame Anne-Marie Morera, Monsieur Jean-Pierre Pomero, Monsieur Patrice Joubert et Monsieur Jean-Mathieu Lecoq. Avez-vous des questions? Pas de questions, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2022-94, démocratie participative, conseil de quartier, modification de la délibération numéro 2022-24 du 4 avril 2022. La parole est à Florence. Vu la délibération numéro 2022-24 prise en conseil municipal le 4 avril 2022 portant création des conseils de quartier, vu la démission de Mme Perrine Heurtaud au poste de conseillère municipale, actée par la délibération numéro 2022-47 lors du conseil municipal du 27 juin 2022, et l'installation de M. Jean-Claude Saunier. Lors de son installation en qualité de conseiller municipal, Jean-Claude Saunier a déclaré se dissocier du groupe Salles pour tous, au sein duquel il a été élu lors des dernières élections municipales en ces termes. J'accepte de siéger comme élu à part entière, mais surtout comme élu entièrement à part, parce que je suis le seul représentant Rassemblement national au sein de ce conseil municipal. Pour rappel, les conseils de quartier ont été créés par la loi numéro 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Il est défini à l'article L. 2143-1 du Code général des collectivités territoriales et ont été rendus obligatoires pour les communes dont la population est supérieure à 80 000 habitants. En deçà de ce seuil, les communes peuvent les mettre en œuvre de manière facultative. Les conseils de quartier sont des acteurs essentiels pour l'exercice de la démocratie locale et constituent à ce titre des espaces de dialogue et de concertation utiles à la vie des quartiers. Ainsi, même si ceux-ci ne revêtent aucun caractère obligatoire pour les communes comme Salles, la municipalité a décidé, pour répondre aux projets citoyens qu'elle porte, d'associer aux prises de décision les habitants de la commune et de favoriser la co-construction en mettant en place les outils et les instances permettant une véritable participation citoyenne. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de remettre le citoyen au cœur de l'action municipale pour élaborer les projets d'investissement afin que chacun soit fondateur de la commune de demain et contribue à l'amélioration de la vie des quartiers et du bien-vivre ensemble. 5 conseils de quartier ont été créés, composés chacun de 21 membres, installés pour 3 années, hormis pour les membres du Collège des élus qui siègent pour la durée du mandat municipal restant à courir, et répartis en 2 collèges comme tels. Un collège des élus, composé de 5 membres, dont le maire, membre de droit, l'adjoint au maire délégué à la démocratie participative, le conseiller municipal délégué à la démocratie participative, un conseiller municipal ou un adjoint au maire appartenant à la majorité et un conseiller municipal appartenant à la minorité municipale, ces 2 derniers devant être désignés par le conseil municipal. Un collège de citoyens de 16 membres, composé en nombre égal d'hommes et de femmes. Par ailleurs, des personnalités qualifiées peuvent être invitées à participer au conseil de quartier à titre d'experts, par exemple des agents municipaux ou des professionnels. Il s'agira de procéder au remplacement de Perrine Heurtaud pour la liste Salles pour tous, en proposant la nomination de M. Vincent Téchouer pour le quartier du Kaplan-Arnauty-Grolet. Il est proposé un vote à main levée en conformité avec les dispositions de l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'organiser le vote à main levée en conformité avec les dispositions précitées, de désigner en qualité de conseillers municipaux siégeant au conseil de quartier, aux côtés de Monsieur le maire, l'adjoint au maire délégué et du conseiller municipal délégué à la démocratie participative, pour le quartier du Kaplan-Arnauty-Crolette, Madame Carole Bonafou pour la majorité et donc Monsieur Vincent Téchoir pour la minorité. Avez-vous des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2022-95, convention relative à la réalisation par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde des contrôles des points d'eau d'incendie publics et à la gestion administrative des points d'eau incendie privés. La parole est à Franz. Par courrier du 27 janvier 2022, arrivé en mairie le lendemain, le président du SDIS de la Gironde a proposé à la commune la reconduction de la convention relative à la réalisation des contrôles de points d'eau d'incendie publics par le SDIS sur 100% des hydrants publics, bouches et poteaux incendie, en réalisant des contrôles débit-pression annuels. Il avait en outre été rappelé la possibilité par la commune d'alléger la périodicité de passage en organisant un contrôle débit-pression tous les 3 ans et un contrôle fonctionnel ouverture simple les 2 années intermédiaires en conformité avec le règlement départemental des défenses extérieures contre l'incendie. Considérant que les opérations de contrôle débit-pression peuvent être génératrices de désagréments pour les usagers, eau rouge et consommatrices d'eau, ressources naturelles de plus en plus menacées, la municipalité propose de modifier la périodicité des contrôles du SDIS. Ainsi, par courrier du 23 septembre 2022, arrivé en mairie le 26 septembre, le SDIS de la Gironde a soumis à la signature de Monsieur le maire un projet de convention incluant des modifications requises par cet allègement. En conséquence, cette année, les contrôles débit-pression seront réalisés. En 2023 et 2024, seuls des contrôles fonctionnels seront organisés. Puis, en 2025, auront lieu les prochains contrôles débit-pression. Par ailleurs, la gestion administrative des points d'eau incendie privés seront effectués par le SDIS. Émission d'un courrier annuel et à destination de chaque propriétaire de PEI privé et suivi. Les résultats des informations des différents contrôles seront communiqués pour servir notamment à la mise à jour de la base des données départementales de DECI, du futur schéma communal de DECI et à l'efficience du service public de DECI. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention pour une durée d'1 an, renouvelable 2 fois, par tacite reconduction, afin de veiller à la conformité des installations de lutte contre l'incendie de la commune. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention ci annexée et ses annexes. Autoriser Monsieur le maire de procéder à la signature de la convention relative à la réalisation par le SDIS de la Gironde des opérations de contrôle des points d'eau d'incendie publics et la gestion administrative des points d'eau incendie privés. De communiquer ces nouvelles modalités de contrôle des points d'eau incendie à Madame la préfète de Gironde, conformément au règlement départemental de DECI, ainsi qu'au syndicat départemental d'énergie et d'environnement, suivant transfert de certaines prérogatives du service public de la DECI, acté par la délibération numéro 2021-75, pris en conseil municipal le 6 décembre 2021. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je me vois. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2022-96, décision modificative numéro 1 du budget 2022. La parole est à Nadège. Comment je fais pour enlever le truc là? Attends. Ah oui, avec ça. Annuler. Télécommande. Arrête l'alimentation. Voilà. Alors, avant de lire la délibération, je souhaitais vous amener quelques explications concernant cette décision modificative budgétaire numéro 1, parce que même si les explications ont été données en commission finance, comme tout le monde n'a pas la chance de siéger en commission finance,
comme tout le monde n'a pas la chance d'avoir des comptes rendus de ses petits camarades, et puis pour les gens qui nous écoutent, j'ai souhaité vous faire une petite explication détaillée de cette décision modificative. Donc vous avez donc tous ce document-là qui explique un petit peu, qui vous dit les différents postes qui seront modifiés. Et donc voilà, décision modificative. Donc cette décision modificative va concerner les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Concernant les dépenses de fonctionnement, il s'agira d'abonder donc le budget de fonctionnement de 280 729 € à la fois en recettes et en dépenses. Je rappelle que les dépenses de fonctionnement sont les dépenses qui sont nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité et qui reviennent régulièrement chaque année. Donc, quand on prend la première ligne donc, de votre document, vous avez à la fois des dépenses de combustible en supplément de 20 000 €, carburant 20 000 € et alimentation 16 000 €, ce qui fait 56 000 € de dépenses supplémentaires par rapport au BP 2022. Ces trois postes sont abondés afin de prendre en compte l'inflation courante depuis le début de l'année et l'évaluation a été effectuée par rapport aux dernières factures qui sont arrivées en mairie. Ensuite, le poste 615-58 qui concerne autres biens immobiliers à hauteur de 20 000 € de dépenses supplémentaires. C'est parce que nous avons dû faire face à des réparations sur des biens matériels et notamment sur des biens qui concernent le matériel de cantine et des interventions qui ont été nécessaires pour l'entretien et la réparation des jeux dans les écoles. Ensuite, nous avons donc, j'ai totalisé plusieurs comptes, le 64 118, 64 111, 64 131, 64 51, 64 53 et 64 54, qui arrivent donc à un total de 117 000 € de dépenses supplémentaires en masse salariale par rapport au budget prévisionnel 2022. Je vous ai mis quelques explications. Alors, si vous faites le total des montants que j'ai mis là, vous arriverez à un montant supérieur à 117 000 € parce qu'il y a de toute façon des augmentations que nous avions déjà un petit peu anticipées dans le budget, mais nous ne les avions pas anticipées toutes. C'est pour ça que je vous ai mis quand même quelques éléments. Donc, par exemple, la prise en compte de la revalorisation par le gouvernement du point d'indice à 3,5%. Ce qui fait pour l'année 2022, puisque c'est applicable à partir du 1er juillet 2022, une augmentation de 51 500 € de notre masse salariale par rapport à ce que nous avions envisagé. La revalorisation du SMIC pour nos agents contractuels à hauteur de 10 000 €. Des renforts pour les ateliers municipaux et le service éducation jeunesse pour pallier l'absence d'agents en arrêt maladie, 42 500 €. Les heures supplémentaires qui ont été générées par les gardes au feu de cet été, 5 900 €. Et la réponse aux préconisations du rapport de la Chambre régionale des comptes pour le rappel de la nouvelle bonification indiciaire pour les agents qui n'en bénéficiaient pas à tort, sans pour autant une perte de salaire pour ceux qui en bénéficiaient sans y avoir droit. Donc, ce qui fait un surplus de 20 000 € dans la masse salariale de la commune. Donc là, on arrive à peu ou prou 120 000 €. Bon, voilà, vous avez là toutes les explications. Ensuite, une dépense supplémentaire de 150 000 € à destination du CCAS, notamment, essentiellement pour, le fonctionnement du service des aides à domicile. Parce qu'en fait, pour cette année, donc les charges sont restées constantes avec plusieurs aides à domicile qui sont ou ont été en arrêt maladie. Notre contrat d'assurance statutaire ne prend pas en charge les remboursements de salaire des agents en maladie ordinaire. Donc, il a fallu, donc, pour la collectivité, continuer à les payer sans remboursement de la part d'une assurance. Et dans le même temps, comme on avait moins d'agents à mettre à disposition, on a pu réaliser moins d'heures au profit des bénéficiaires. Le budget avait été bâti avec une évaluation de 35 000 heures et nous en ferons grosso modo 25 000, ce qui fait que charge constante produit en diminution. Il faut donc ajouter 150 000 € au budget du CCAS par rapport au budget prévisionnel.
Alors après, on tombe sur des comptes un petit peu plus techniques. C'est les ICNE, ça fait toujours beaucoup rire. Les intérêts courus non échus, c'est par rapport à des emprunts. Pardon. Des emprunts qui ont été faits dans le cadre du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement. Comme vous le savez, le SIAEP a été transféré, a été dissous et la compétence a été transférée à la CDC. Et là, c'est donc une régularisation de ces intérêts par rapport avec la communauté de communes, en moins. Charges exceptionnelles, 7 400 €. Donc là, c'est à la demande du service de gestion comptable. Ça concerne toujours les écritures de transfert du SIAEPA et c'est une somme à régulariser au profit de la CDC. Donc pour équilibrer cette décision modificative, on va piocher à hauteur de 39 671 € sur nos dépenses imprévues. Donc là, je vous ai fait un petit peu le détail des dépenses de fonctionnement. Donc maintenant, voyons voir les recettes de fonctionnement. C'est des recettes qui n'ont donc pas vocation à rester à l'actif de la collectivité et qui sont là aussi à hauteur de 280 729 €. Donc, en recettes supplémentaires par rapport au budget prévisionnel 2022, nous avons 14 699 € supplémentaires qui concernent les ajustements des différentes dotations que vous avez donc sur votre tableau en dotation forfaitaire, dotation de solidarité rurale et Fonds national de péréquation, ce qui fait un solde de 14 699 €. Ensuite, nous avons perçu 100 000 € de recettes supplémentaires par rapport à ce que nous avions indiqué au budget prévisionnel 2022 d'autres organismes, et notamment la Caisse d'allocation familiale. Et ces recettes supplémentaires sont dues à la recherche très active des financements par nos services. Dotation de recensement, c'est une recette supplémentaire par rapport à ce que nous avions prévu de 13 000 €. Alors, on savait qu'on aurait une dotation recensement qui nous serait versée, mais au moment où on a établi le budget, on n'avait pas vraiment idée de son montant, donc on avait préféré ne rien inscrire. Et là, maintenant, la recette est certaine, à hauteur de 13 000 €, donc on peut l'inscrire dans cette décision modificative. Ensuite, des comptes qui vont contrebalancer un petit peu, même totalement, les dépenses de charges de personnel que nous avons au supplément. Déjà, à hauteur de 41 600 €, ce sont des remboursements d'indemnités journalières qui sont versés par la Sécurité sociale à nos agents contractuels qui sont en arrêt maladie, c'est-à-dire que nous, on continue à les payer et ensuite on est remboursé par la Sécurité sociale. On a également eu 11 600 € d'indemnités inflation versées par l'URSSAF et 25 000 € de versement par le SIJAC Groupama, notre assurance statutaire, donc qui prend en charge les remboursements de salaire des agents titulaires en arrêt maladie professionnel ou à la suite d'un accident de service. Donc là, on est déjà à 41 600 €. Autre recette supplémentaire, c'est le dispositif filet de sécurité inflation. Donc là, c'est une recette supplémentaire de 111 430 €, puisque c'est un dispositif qui a été mis en place pour les collectivités par le gouvernement afin d'atténuer la hausse des prix de l'énergie, de l'alimentation et de l'impact financier de la revalorisation du point d'indice dans la fonction publique. Et ce dispositif de sécurité a été évalué pour notre commune à 222 860 €. Nous pouvions en demander dès cette année 2022 un acompte. Nous avons demandé 50%, dont 111 430 €, ce qui permet donc d'avoir des recettes supplémentaires à hauteur de 280 729 €. Si vous voulez bien, maintenant, on va passer à la partie investissement de cette décision modificative. Alors, je vais faire un petit peu l'inverse. D'habitude, on commence par les dépenses et ensuite on fait les recettes. Là, je vais commencer par vous expliquer les recettes d'investissement que nous allons diminuer. Je vais vous expliquer pourquoi et viendront effectivement pourquoi les dépenses aussi vont être diminuées si on n'a pas les recettes en face. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment où nous avions voté le budget, on vous avait expliqué qu'il y allait avoir un emprunt à hauteur de 750 000 € sur la commune, dont on envisageait 400 000 € d'emprunt
pour les travaux prévus pour la rénovation, enfin la reconstruction du pont de Duberne. À ce jour, nous n'en sommes qu'à la maîtrise d'ouvrage. Les travaux ne pourront pas débuter en 2023. Nous ne serons donc pas appelés en paiement en 2023. Dès lors, nous ne ferons pas cet emprunt de 400 000 € et ce montant fera l'objet d'une nouvelle inscription budgétaire en 2023. Donc, on diminue nos recettes prévues en investissement de 400 000 €. Et de la même façon, on avait inscrit au budget 278 000 € pour des ventes de biens communaux, si ce n'est qu'à ce jour, les actes ne sont pas signés et ne le seront pas avant le 31 décembre. Donc on préfère enlever cette recette qui était attendue et ça fera l'objet d'une nouvelle inscription budgétaire 2023. Voilà, donc on a un montant de recettes en moins de 678 000 €. Dès lors, on a diminué notre partie de dépenses d'investissement de 678 000 €. Et qu'est-ce qu'on a diminué? 400 000 € des dépenses qui étaient prévues pour la reconstruction du pont de Duberne, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants. Et c'est déjà 400 000. Non, là, j'ai une erreur. Pardon. Ah, c'était bien, ça partait presque pas mal. Et là, j'ai un problème. Alors, ce n'est pas 400 000, hein, j'ai une mauvaise diapo. C'est 278 000 €, hein, puisque si vous avez fait le calcul entre 678 000 moins 400 000, ça fait 278 000. Je ne sais pas où est passée la diapo. Donc, c'est 278 000 donc de travaux qui étaient prévus dans les bâtiments publics. Et comme nous n'aurons pas les cessions pour financer ces travaux et que de toute façon, il y a des travaux, on sait très bien qu'ils ne débuteront pas avant l'année 2023, notamment ceux dans la salle des fêtes, on diminue d'autant donc le montant d'investissement en dépenses de 278 000, ce qui fait bien un total de 678 000 en recettes et en dépenses. Voilà. Alors, si vous voulez bien, je vais lire. Il faut lire formellement la délibération. Je la lis. Alors, vu la délibération numéro 2022-31 du 4 avril 2022, adoptant le budget primitif 2022 de la commune, vu la tenue de la commission municipale finances-budget du 3 novembre 2022, il est nécessaire de procéder à des ajustements de crédit en section de fonctionnement et d'investissement. Donc, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'inscrire au budget 2022 de la commune les crédits présentés sur le tableau annexé à la présente délibération, qui s'équilibre par section aux chiffres suivants. Section de fonctionnement, plus 280 729 € et section d'investissement, moins 678 000 €. Et d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget communal dont les informations ont été précisées en séance. Voilà. Avez-vous des questions? Monsieur Techoua. Juste une question. Donc, je comprends tout sur les chiffres, sur l'évolution, sur les coûts des matériaux et ce genre de choses. Par contre, je voudrais m'attarder sur la partie des arrêts de maladie, puisque ça monte jusqu'à quasiment 200 000 € quand on prend à quelques milliers d'euros près. Quelles en sont les causes, puisque essentiellement c'est le CCAS qui est impacté par les arrêts de maladie. Quelles en sont les causes et quel en est le plan d'action pour ne pas avoir ça tous les ans dans le budget? Alors malheureusement, vous dire qu'on n'aura pas ça tous les ans, je ne vous le garantirai pas, parce que ça fait partie d'une vraie problématique. Alors il faut savoir que ces 150 000 € là correspondent à 90%, plus de 90%, au service d'aide à domicile. Service d'aide à domicile sur lequel il y a pas mal d'efforts qui ont été faits dernièrement, puisque à peu près les agents ont tout été titularisés. Il y avait des demandes qui étaient faites. Beaucoup d'agents sont passés à temps plein pour réorganiser les emplois du temps. Mais on fait face à une problématique d'un métier difficile, d'un métier où il est difficile qu'il est difficile de remplacer. On arrive aussi, on est un des plus vieux, on va dire, services d'aide à domicile communaux. Donc avec des agents qui sont fonctionnaires, qui arrivent à des âges relativement importants et avec des métiers qui sont physiquement difficiles. Ça veut dire qu'on a des agents aujourd'hui qui sont pour certains à bout, épuisés. Donc c'est de la maladie professionnelle, mais il y a vraiment de la justification pour certaines dans ça. Il faut savoir que quand même sur l'ensemble des agents, il y en a plus d'un tiers qui partira à la retraite dans les 5 prochaines années.
ce qui vous explique un peu la pyramide des âges et qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui sont usés physiquement et que malheureusement, on ne peut pas recaser parce que c'est un petit peu comme quand on aura dans quelques années les animateurs qui ont fait partie d'une création de filière il y a très peu de temps en réalité. Ça va devenir très compliqué à terme quand ils vont arriver à un certain âge d'avoir envie de supporter le bruit des enfants, choses comme ça. On a la même chose au CCAS avec des gens qui sont difficiles. Donc on a fait en sorte de mettre en place des procédures à l'intérieur du CCAS pour les accompagner. Il y a eu les titularisations pour les renforcer dans leur position. Il y a eu le paiement des heures d'intervacation. Différentes choses comme ça ont été faites, mais le CCAS reste un vrai problème. Et je ne sais pas encore si on est en mesure de le résoudre sur une collectivité comme la nôtre. Je m'explique. Quand vous êtes sur une très grosse structure, ville de Bordeaux, ou quand vous êtes sur une structure type les ADMR, qui gèrent l'aide à domicile, on est sur des structures où il y en a dans toutes les communes, avec du personnel dans toutes les communes, et elles arrivent d'une commune à une autre, puisque c'est les mêmes associations, à remplacer des agents et tout ça. Nous, on est contraints en interne à remplacer. Cet été, on a été obligé de faire travailler les agents sur d'autres cycles, pour répondre aux besoins les plus urgents, en sachant que pour les besoins les moins urgents, on les a carrément pas assurés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à rendre un service public efficace et normal. Enfin, le service public qu'on devrait rendre à nos administrés et à nos publics âgés, on n'est pas en mesure de le... parce qu'on n'a pas trouvé un remplaçant pour assurer les congés d'été. Donc on a réduit les congés d'été de nos personnels cet été, ce qui a provoqué de la maladie aussi, il faut quand même et de la fatigue, des gens qui ont fait du coup beaucoup plus de 35 heures pour pallier les départs en congé. Donc j'ai pas vraiment Alors c'est un travail qui est en train de se faire au niveau du réseau des aides ménagères, au niveau départemental, c'est-à-dire pour toutes les collectivités qui ont un service d'aide à domicile, il y a un réseau qui est en place au niveau départemental, et c'est une vraie réflexion qu'on a tous ensemble parce qu'on a tous les mêmes problématiques. Alors je sais que les associations de type privé ont les mêmes problématiques aussi. Moi, je l'ai géré un temps à domicile santé, mais je sais que dans les ADMR, c'est pareil. On fait face à un manque de personnes qui ont envie de s'engouffrer dans ce métier. Partout, on a des problèmes de recrutement, mais sur le CCAS particulièrement et sur le service d'aide à domicile en particulier, c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc, vous dire aujourd'hui que j'ai une façon d'y pallier, non, je ne l'ai pas. Ce qui est clair, c'est qu'à un moment, il faudra se poser la question de savoir si on est en capacité de continuer à assurer nous-mêmes un service d'aide à domicile. Voilà. Ouais, le sujet est quand même inquiétant. Est-ce qu'on pourra avoir, lors d'un prochain conseil municipal, des comparatifs sur si on trouve les mêmes effets dans les autres collectivités de notre taille? On pourra vous donner les infos du réseau déjà. Parce que quand vous sous-entendez que j'ai supprimé des congés et que finalement ça crée des maladies, on pourrait sous-entendre que c'est le congé qui a créé la maladie. Il faut qu'on soit précis. Non, mais c'est pas faux. C'est bien comme ça que je l'ai dit. C'est-à-dire que vu qu'on a réduit les congés pour répondre aux services, il y a quelques cas où ça a provoqué des arrêts maladie dans la foulée pour avoir les 3 semaines. Là, après, il y a eu la fatigue aussi. Ouais. Parce qu'il y a quand même le fait que les gens, ils ont fait beaucoup plus d'heures que d'habitude. Et du coup, ça a été compliqué. Faut pas... Mais le principal problème, il vient d'un public vieillissant. Ça, c'est clair. Un tiers du public qui partira dans les 5 prochaines années. On peut dire qu'on n'est qu'au début de nos ennuis parce que c'est des gens qui sont de plus en plus usés. Aujourd'hui, on a des gens qui reprennent en mi-temps thérapeutique avec des listes d'exemption de travail, d'inaptitude, qui fait qu'on ne peut plus les utiliser au CCAS. Donc, il va falloir qu'on envisage des mesures de licenciement pour inaptitude, mais dans le même temps, on n'arrive pas non plus à recruter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vocation d'aide à domicile, je connais peu de personnes qui ont envie de s'y mettre. Donc, ça devient quand même très, très compliqué pour ça, quoi. Donc, oui, on vous donnera les informations du réseau, puisque je vous dis, le réseau est concerné, mais Vanessa, elle est là, elle est là-bas. Je pense que le problème est le même dans les associations intermédiaires que sont ADS. C'était déjà le cas quand moi, j'y étais, et ça ne s'arrange pas aujourd'hui, hein, mais c'est ça. Donc, le problème du CCAS, malheureusement, il risque d'être un problème récurrent. C'est pour ça qu'il va falloir
en 2023 se poser les bonnes questions. Et la bonne question, c'est est-ce qu'on est aujourd'hui en mesure et en capacité d'assurer un service public d'aide à domicile qui soit efficace et qui réponde à l'attente de nos usagers. Voilà. D'autres questions? Monsieur Poc. Mes chers collègues, cette décision modificative numéro 1 était attendue notamment en raison des circonstances liées à la crise énergétique que traverse l'économie mondiale, qui fait grimper très sensiblement les coûts de l'énergie et plus largement tous les prix avec une inflation autour des 6%. Autour des 6%. Non, attends, autour des 6%. Vous m'entendez mieux là? Oui, je vous remercie. Donc je disais autour des 6% dans notre pays et de l'ordre de 10% dans le reste de l'Europe. Vu les chiffres qui circulent partout et affolent les élus des collectivités, nous pensions découvrir de très gros dérapages sur les coûts des fluides. En réalité, nous découvrons des hausses finalement assez modérées. Même si je remarque toutefois que vous avez bénéficié pour une somme non négligeable du dispositif inflation décidé par l'État dans la loi de finances rectificative pour 2022, en vue de compenser toutes les hausses liées à l'inflation qui concerneraient, selon les prévisions, 8000 communes. En revanche, quelle ne fut pas notre surprise totale de constater que cette DM est, pour une grande part, le fait d'un nouveau dérapage de la masse salariale. Après un budget prévisionnel pour 2022 enregistrant une hausse déjà historique de près de 400 000 euros, qui comprenait déjà, aviez-vous indiqué alors, l'augmentation du point d'indice pour le traitement des fonctionnaires de plus 3,5% au 1er juillet. C'est une progression supplémentaire de plus 117 000 euros. C'est inacceptable. C'est une progression de près d'1 million d'euros lourds qu'aura connu notre masse salariale depuis l'arrivée de la nouvelle équipe municipale, avec un niveau qui devrait se situer à la fin de l'exercice en cours approximativement à 5 300 000 euros. La facture devient irrémédiablement très lourde. Et nous ne sommes pas encore arrivés à mi-mandat. Nous aurons l'occasion d'évoquer plus largement le sujet lorsqu'il s'agira de voter en début d'année prochaine le compte administratif pour l'année 2022. Alors restons pour ce qui nous concerne directement aujourd'hui sur cette présente année. Mesdames, Messieurs les élus de la majorité, Monsieur le vice-président des finances, de la commission des finances, je souhaite attirer tout particulièrement l'attention de chacun d'entre vous sur le niveau explosif de notre masse salariale et sur la part indéniable de votre responsabilité dans les dérapages des dépenses du personnel. Et pour vous le montrer et pour vous en convaincre, je vais m'appuyer sur les derniers chiffres connus des finances des communes émanant de la DGFiP et vous allez rapidement comprendre qu'il y a quelque chose d'anormal, d'inquiétant et que vous êtes proche de la sortie de route. Prenons les fiches DGFiP du ministère de l'économie et des finances pour chaque commune du bassin et observons les dépenses de personnel sur les exercices 2020 et 2021, 2 premières années de ce présent mandat, à partir de 2019, dernière année du mandat précédent. Mettons de côté les 2 plus petites communes de 1000 habitants et moins que sont Saint-Magne et Lugo. Que constate-t-on? Vous allez voir que les enseignements sont très explicites, pris en flagrant délit de dérapage par la brigade financière. Excepté Arcachon et Lège-Cap-Ferré, qui sont de très grandes stations balnéaires avec de très gros effectifs, la ville de Salles, avec une hausse de sa masse salariale sur les 2 premières années de mandat 2020 et 2021, est de plus de 481 000 euros, est la ville qui aura connu la plus importante hausse du coût de son personnel. Et encore, la progression pour la ville d'Arcachon, qui est de l'ordre de 650 000 euros, est au regard de son budget RH de près de 15 millions d'euros, toutes choses égales par ailleurs, bien moindre que celle de Salles. C'est une très mauvaise nouvelle et même une franche aberration lorsque l'on sait que les plus grandes villes du bassin d'Arcachon, que sont la Teste, Gujan-Mestras et Andernos-les-Bains, ont contenu leur masse salariale dans des proportions modestes. Je reviendrai dans un court instant sur le cas de Gujan, qui est le plus exemplaire. Le cas de la Teste est intéressant à plus d'un titre. C'est la ville la plus peuplée, mais aussi la plus étendue du bassin, pour information, qui compte 525 agents, dont 410 fonctionnaires. Elle a un nouveau maire élu en 2020, comme la ville de Salles, qui a revu toute son organisation interne avec la composition d'une nouvelle équipe de cadres et donc de nouveaux recrutements. 60 arrivées d'agents pour 35 départs. Et pourtant, la progression de sa masse salariale, plus 453 000 euros, reste inférieure à celle de Salles, avec un budget plus de 4 fois supérieur, se situant à 19 millions d'euros. Bon point aussi pour la ville voisine de Mios,
qui a été en 2020 la commune de France qui a enregistré le pourcentage de la plus forte hausse démographique. On a même eu le droit d'ailleurs à un reportage sur TF1. Plus 900 habitants en 3 ans, qui a construit à marche forcée des écoles et des équipements sportifs, et qui a augmenté sa masse salariale de seulement 200 000 € de 2019 à 2021. Autre cas de figure éloquent, la ville de Lanton, qui a une démographie identique à celle de Salles, 7 234 habitants en 2021 contre 7 352 pour Salles, a vu progresser ses dépenses de personnel de plus 177 000 €, donc bien en deçà de Salles. Mention spéciale à Gujan-Mestras, le meilleur élève du bassin et seule ville à avoir réduit sa masse salariale avec une baisse de moins 108 000 €, alors que son budget du personnel atteint presque 13 millions d'euros. Et l'attractivité de la capitale ostréicole est réelle, puisqu'elle vient d'accueillir une nouvelle recrue de la commune de Salles, qui déserte comme très étrangement pas mal d'autres ces dernières années, mais je n'en tirerai aucune appréciation pour ne pas laisser libre cours à la polémique. Je pense en revanche très sincèrement qu'avec le départ de la juriste de la ville, vous allez perdre une grande valeur ajoutée. Étrange aussi la situation cocasse de cet agent recruté pour remplacer le départ, encore un, d'une pièce maîtresse de l'organigramme, en arrêt maladie depuis 4 mois, après 15 jours seulement de prise de fonction. Nous y reviendrons plus tard aussi s'agissant de la délibération relative sur le CCS, mais vous nous avez donné des informations importantes. Et beaucoup d'autres curiosités encore que nous tairons, mais qui expliquent l'envolée de la masse salariale. Désolé, mais la situation idyllique que vous vendez en matière de ressources humaines est à milieu de la réalité. Vous le savez et nous le savons aussi. J'ajoute par ailleurs que vous affichez un objectif dans votre rapport des orientations budgétaires, d'un ratio dépenses de personnel sur dépenses réelles de fonctionnement qui doit se stabiliser autour de 56%. C'est franchement raté pour 2021, avec un taux donné par la DGFiP égal à 59,79%, supérieur à la strate. En tout état de cause, ce qui prévaut ici très clairement, c'est que tous les arguments repris en boucle pour justifier la hausse des dépenses de personnel, à savoir les mesures gouvernementales dans leur ensemble, je vous rappelle néanmoins qu'elles ont les mêmes répercussions sur toutes les communes. Je pense notamment pour le dernier mandat à la mise en œuvre du RIFSEP et du PPCR, parcours professionnel, carrière et rémunération, qui ont provoqué mécaniquement une inflation des coûts de la masse salariale. Une nouvelle équipe municipale qui choisit de revoir son organisation interne. La croissance régulière de notre population n'ont pas empêché les autres villes du bassin, tout autant concernées, comme on l'a vu, de faire mieux que Salles. Vous êtes désormais privé d'arguments tangibles et devez bien admettre, sauf extrême mauvaise foi de votre part, que notre commune est aujourd'hui suradministrée par rapport à sa taille. Autre sujet d'inquiétude qui est naturellement lié au précédent, les dépenses de fonctionnement réelles. Le constat est hélas identique. Ces dernières ont augmenté à Salles en valeur, et même d'ailleurs en pourcentage, d'un montant supérieur, plus 627 000 € à Audange, plus 496 000 €, Lanton, plus 372 000 €, Arès, plus 362 000 €, La Teste, plus 313 000 €, Mios, plus 298 000 €, Le Barp, plus 265 000 €, Andernos, plus 227 000 €, Le Tech, plus 212 000 €, et Gujan, qui figure encore sur la première marche du podium, avec une hausse quasi nulle de plus 26 000 € pour un budget supérieur de 20 millions d'euros. Les témoins lumineux étaient déjà à l'orange, ils passent désormais au rouge. Au regard de ces chiffres qui parlent d'eux-mêmes indiscutablement, il ne serait donc pas illégitime que la majorité salloise se pose des bonnes questions, car ça n'est pas une exception et ne peut pas continuellement s'écarter de la norme. D'autant que, comme je vous l'ai dit en début d'intervention, l'année 2022 devrait amplifier cette spirale infernale. Il y a fort à parier que l'année 2023 ne pourra pas inverser la tendance, ni figer le niveau actuel, compte tenu des importants recrutements et stagiairisations effectués. Je note enfin, concours de circonstances oblige, qu'il y a bien également une décision modificative numéro 2 en communauté de communes dans le prochain conseil communautaire dans 2 jours, et qu'elle ne concerne en aucun cas un quelconque ajout en matière salariale au compte 64, sinon une très modeste somme de 1 200 € de solde de cotisation CNP. Il y a là un nouveau paradoxe qui démontre la situation anachronique de Salles, et les élus de la majorité auraient tort de n'y voir qu'un simple passage à vide conjoncturel, quand c'est à mon sens bien plus profond de nature structurelle. Vous voilà présent devant le fait accompli qui n'augure pas un scénario des plus favorables. La ville de Salles est un ogre en matière de ressources humaines, et cela ne va pas manquer très vite de poser des difficultés insurmontables sur l'équilibre de nos finances communales. Merci de votre attention.
Tu veux... Bon, sincèrement, pardon. Mesdames, Messieurs les conseillers, Monsieur le maire, je rejoins l'analyse de mon collègue Monsieur Tristan Pauque. Je vais être bref. Et je précise que mes propos ne jugent ni ne contestent la qualité du personnel que vous avez recruté. Le vrai problème est tout autre. Un seul constat, le dérapage. Effectivement, l'énorme dérapage de la masse salariale. En 2 ans, si je compte bien, nous avons 1 million de dépenses supplémentaires. Oui, 1 million. Quelques exemples. Un ingénieur au service technique en plus de la précédente responsable, une batterie de cadres digne d'une armée mexicaine, et enfin un véritable DGS. Pour quel résultat? Est-ce que les choses fonctionnent mieux? Moi, je dis que quand le verre déborde et que le trop-plein tombe sur la nappe, j'appelle ça du gâchis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, en tout cas, on a un peu anticipé le débat qu'on allait pouvoir avoir au moment du compte administratif. J'espère quand même que j'ai été un petit peu plus claire dans les chiffres que je vous ai présentés dans mon PowerPoint, que tous ces chiffres qui ont été présentés par Monsieur Pauque. J'avoue que moi j'ai un peu perdu mes pédales. Peut-être que quand on aura le document sous les yeux, ça sera plus clair. Moi je suis resté sur le général, mais vos explications, elles étaient correctes. Ah, d'accord. Les explications étaient correctes. Moi je parlais sur les masses. Juste, alors je vais pas... Ouais, on fera effectivement, on peut faire des comparaisons, des pourcentages, etc. Bon, on verra ça au moment du compte administratif. Sur la masse salariale, juste une précision, on n'avait quand même pas imaginé que ce serait 3,5% d'augmentation du point d'indice quand on a bâti le budget. C'est pour ça qu'on a besoin de rajouter un petit peu plus. Bon, franchement, là, je ne sais pas trop quoi dire parce que je ne sais pas par où commencer. Alors, dérapage, je ne sais pas. C'est un mot que vous avez en commun, du coup, dérapage. Vous étiez un petit peu... Vous n'avez pas trouvé de synonyme? Mince, il y en a pourtant. Non, franchement, moi, je voudrais rester sur la décision modificative, sur les éléments que je vous ai amenés en explication. Et à part si quelqu'un veut encore rajouter des éléments, Bruno peut-être, sinon on va passer au vote. Non, moi je vais juste dire, d'abord on y reviendra en détail au moment du CA, Voilà. Il sera toujours temps de le faire à ce moment-là, parce que ce type de chiffres, vous dites que les chiffres parlent d'eux-mêmes, je ne suis pas sûr que c'est parlé à qui que ce soit ici, parce qu'il y en a beaucoup qui ont décroché en milieu de parcours, et je pense que c'est un petit peu partout pareil. Vous dites qu'ils parlent d'eux-mêmes, voilà, je demande à voir. Moi j'attends de voir les résultats du compte administratif, et c'est à ce moment-là qu'on pourra batailler sur la lecture qu'on a des chiffres d'un côté ou l'autre. Vous savez très bien que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Et je leur ferai dire, comme vous, des choses différentes, mais c'est pas grave, les deux seront à prendre. Voilà, non, mais c'est tout. Voilà. Non. La question, c'est, je vous dis, on en reparlera au moment du CA. Je vous dis, on en reparlera au moment du CA. Aujourd'hui, les chiffres ne parlent qu'à vous. Voilà. Moi, ils ne m'ont pas parlé du tout parce que c'est incompréhensible. Donc, on en parlera sur table à partir de chiffres qui sont donnés. On verra ça au moment du CA parce que c'est le meilleur moment pour s'exprimer sur le sujet. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions? Normal, c'est qu'on en parle puisqu'on parlait de budget quand même. Non, mais je ne dis pas le contraire. Je dis juste que là, les chiffres ne parlent qu'à vous. Voilà, c'est tout. Voilà, ça s'arrête à ça et donc on en parlera au moment du compte administratif. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? 2, 3, 4, 5. Des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. Délibération suivante. Délibération numéro 2022-97, recours à l'emprunt 2022. La parole est à Françoise. Vu la délibération 2022-31 du 4 avril 2022 adoptant le budget primitif 2022 de la commune, vu les offres de financement sollicitées auprès de différents établissements bancaires, vu la tenue de la commission municipale finance-budget le 3 novembre 2022, vu l'offre de financement retenue et les conditions générales proposées par la Banque Crédit Agricole d'Aquitaine, dans le cadre de sa politique d'investissement, la commune souhaite contracter un emprunt de 350 000 € prévu sur le budget primitif 2022 pour financer les travaux de voirie et bâtiments communaux.
Ces travaux seront financés de la façon suivante. WC public, dépenses 81 000 euros, subvention 8 529 euros, emprunt 30 000 euros, autofinancement 42 471 euros. Relais petite enfance, dépenses 79 000 euros, emprunt 35 000 euros, autofinancement 44 000 euros. Local police municipale, dépenses 163 000 euros, emprunt 70 000 euros, autofinancement 93 000 euros. Salle des fêtes, dépenses 115 000 euros, emprunt 60 000 euros, autofinancement 55 000 euros. Voirie, dépenses 350 000 euros, subvention 34 196 euros, emprunt 155 000 euros, autofinancement 160 804 euros, ce qui fait un emprunt de 350 000 euros. Considérant les caractéristiques du prêt présenté ci-dessous, montant du contrat de prêt 350 000 euros, durée du contrat de prêt 20 ans, objet du contrat de prêt financer les 20 investissements, versement des fonds à la demande de l'emprunteur jusqu'au 4 novembre 2023, taux d'intérêt annuel fixe 3,377%, base de calcul des intérêts, moins de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours. Échéance d'amortissement et d'intérêt, périodicité trimestrielle. Mode d'amortissement constante. Commission d'engagement 0,10% du montant du contrat de prêt. Il revient au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire, représentant légal de l'emprunteur, à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus et à intervenir avec la Banque Crédit Agricole d'Aquitaine. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de déclarer que cet emprunt est consacré aux dépenses d'investissement précitées, autoriser monsieur le maire à signer cet emprunt et l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt avec le Crédit Agricole d'Aquitaine. Avez-vous des questions? Oui. Oui, moi c'était pour avoir des précisions. Parce que quand on regarde en fait les... On n'entend pas. On n'entend rien. Je suis sincèrement désolé. Vous m'entendez mieux là? Oui, je dis quand on regarde votre tableau, donc avec les investissements... Le volume. Ouais, ouais. J'espère que ça va... Ah bah oui, ça va bien mieux. Ah bah oui, là. Ça aurait dû être fait avant. Oui, donc quand on regarde votre tableau, moi, il y a quelque chose qui m'échappe, et puis vous allez donc nous donner les informations. Sur le local de la police municipale, on est d'accord, les travaux ont commencé, sont même certainement presque terminés. Non. Alors par contre, la salle des fêtes, j'ai du mal à penser que les travaux commencent avant la fin de l'année. Non, alors, mais c'est la partie... Les 115 000 euros, c'est la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, c'est pas les travaux en eux-mêmes. C'est pour ça que je l'ai précisé tout à l'heure. Il y a eu dans les dépenses d'investissement pour la salle des fêtes. Ah, oui. D'accord. Il y a eu deux marchés en réalité. D'accord. Ça, c'est le marché qu'on a voté la dernière fois en commande publique. Ok. Et par contre, pour la voirie, vous comptez commencer les travaux avant la fin de l'année? Oui. Oui. Les marchés, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Oui. D'accord. Ok. Pour les WC publics aussi? Pareil. D'accord. Voilà. Bon, c'était simplement ça que je voulais savoir, parce que comme on est quand même à la mi-novembre, vous passez l'emprunt donc assez tardivement dans l'année, vu le principe d'annualité budgétaire. Oh, merci. Non, mais c'est bon. Ça, c'est ceux qu'on est sûr de réaliser. D'autres questions? Bon, je sais qu'on en a déjà parlé pour le local de la police municipale, mais plus je vois le chiffre, plus je trouve que c'est assez important. Alors, je connais les matériaux qui augmentent, mais pour un local qui ne sera pas le nôtre, mettre 163 000 euros, ça me paraît une grosse somme. Très bien, vous l'avez déjà dit, je vous ai déjà répondu, donc je ne vais pas remettre le couvert. D'autres questions? Non. Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Subvention complémentaire au Centre communal d'action sociale de la commune, délibération numéro 2022-98, et la parole est à Christiane. Vu les délibérations numéro 2022-33 prises en conseil municipal le 4 avril 2022, vu la tenue de la commission municipale Finances Budget le 3 novembre 2022,
Le CCAS connaît des difficultés suite à l'augmentation du nombre d'arrêts maladie chez les agents. Les recettes prévues au budget primitif du CCAS ne seront pas atteintes car le nombre d'heures annuelles chez les bénéficiaires des aides à domicile est en forte baisse. Il est proposé au conseil municipal de verser une subvention complémentaire au CCAS d'un montant de 150 000 €. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'octroyer la somme de 150 000 € au Centre communal d'action sociale, CCAS de Salles, compte 657 362, chapitre 65, d'une subvention complémentaire CCAS 150 000 €. Avez-vous des questions? Oui. Non, ce n'est pas une question, parce que vous avez répondu tout à l'heure à pas mal déjà sur ce sujet, mais vous nous permettrez quand même d'être très inquiets, parce que ça fait quand même, donc, si je ne m'abuse, 170 plus 150, 320 000 €. Non, attention, non, 150 000 €, c'est que pour le budget. Il y a 2 comptes au CCAS. Hein. Là, on est sur le compte que du SAD. Le SAD, aujourd'hui, il n'avait aucune subvention. Hein. Le SAD, aujourd'hui, Ouais. c'était zéro. Ils vivaient avec leur excédent jusque-là. Il se trouve qu'on était un des seuls SAD qui était excédentaire. Ouais. Jusque-là, et aujourd'hui, on tombe dans une période où ça va être plus compliqué. Donc, ça n'a rien à voir avec la subvention de CCAS. 150 000 €, c'est exclusivement sur la comptabilité du SAD. Voilà. D'accord, bon, souhaitons qu'on trouve des solutions, parce que Ouais, il y a sinon ça... deux budgets, alors je ne sais plus comment ils s'appellent, c'est la M... M22. Ouais, voilà. C'est pas M14, c'est M21, même M22. Ouais. Voilà, il y a 2 comptes. Là, c'est vraiment sur le SAD où on a vraiment le souci. Ça, ils n'ont jamais eu de subvention sur le SAD jusque-là. D'accord, donc c'est la première... Ok. Mais le fait est, vous avez raison, c'est accumuler quand même les deux. Si on veut, ça veut dire un CCAS qui jusque-là, on n'avait pas besoin d'intervenir sur le SAD, et malheureusement aujourd'hui, et si j'avais des explications, enfin, des explications j'en ai, mais si j'avais des solutions, par contre, je les donnerais. Mais il n'y a pas de solution simple. Et voilà, donc là, je ne sais pas trop comment on fera. Ouais. Par contre, je suis prêt à les prendre. Ouais. Si quelqu'un les a, c'est pas un souci. On n'a pas mis aux voix. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 2, 3, 4, 5 abstentions. Délibération numéro 2022-99, attribution du marché public de travaux de réfection des voies communales. La parole est à Bernard. Vu l'avis favorable rendu par la commission commande publique qui s'est réunie le 8 novembre 2022, vu le rapport d'analyse des offres approuvé par le représentant du pouvoir adjudicateur en date du 8 novembre 2022, la passation d'un marché public relatif aux travaux de la réfection des voies communales est devenue nécessaire en raison de l'état des voiries suivantes sur la commune. Route de Jean Rousse, réfection par enrobé à chaud de la chaussée et aménagement de ralentisseurs de type trapézoïdal. Chemin du Tambour, réfection par enrobé à chaud de la chaussée et aménagement de ralentisseurs de type trapézoïdal. Route de la Fleur, réfection par enrobé à chaud de la chaussée et aménagement de ralentisseurs de type trapézoïdal. Route de la Molle, création de plateaux aux abords de l'école du Kaplan. Cette consultation a été lancée selon une procédure adaptée sur le profil acheteur DEMAT AMPA ainsi que sur le BOAMP le 6 octobre 2022 afin de permettre à toute personne intéressée de soumettre une offre sous format dématérialisé avant la date limite fixée le 27 octobre 2022 avant 18 h, conformément à un règlement de consultation proposant les critères de sélection suivants. Critère 1, le prix pour 70%, 2, valeur technique pour 30%, qui se décompose, méthodologie dans la préparation et l'exécution du chantier pour 10%, planning prévisionnel détaillé 10%, moyens techniques et humains pour l'exécution des travaux 5% et prise en compte des mesures environnementales pour 5%. Au terme du délai de remise des offres, 7 offres ont été déposées. Il est ressorti du rapport d'analyse des offres que l'offre économiquement la plus avantageuse est celle du candidat SPI Batignolles-Malais, qui a obtenu un total de 96 points sur 100, avec un montant du prix global et forfaitaire de 212 474 € et 42 centimes d'euros hors taxes. Après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les différents documents relatifs à ce marché, et notamment l'acte d'engagement. Avez-vous des questions? Pas de questions, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie.
Délibération suivante, acquisition de la parcelle cadastrée F, numéro 60. La parole est à Patrick. Vu les échanges de courrier entre la commune et le propriétaire M. Duroux Jean-Jacques concernant la proposition d'acquisition de la parcelle cadastrée section F numéro 60 d'une contenance de 6090 m², cité Lieu-Diminoy à Salles, vu la tenue de la commission municipale urbanisme et sécurité en date du 4 novembre 2022. Comme rappelé dans le rapport de présentation du PLU en vigueur, le patrimoine rural ou urbain mérite d'être identifié, protégé et valorisé, car il constitue à la fois une composante fondamentale de la mémoire et de l'identité des lieux, mais également car il constitue l'un des principaux atouts de la commune en apportant une valeur supplémentaire au cadre de vie offert aux nouveaux habitants. En l'absence d'engagement politique sur ce thème, le risque est grand de voir disparaître petit à petit une part importante du patrimoine de la commune. Cette orientation doit pouvoir se décliner au sein des différentes composantes du territoire, au sein du bourg, des quartiers, mais également dans les espaces ruraux, avec notamment l'identification des aériaux les plus remarquables. En complément des aériaux, des granges et des constructions en garluche spécialement protégées au titre du document d'urbanisme, le petit patrimoine vernaculaire du territoire est également à conserver et valoriser. À ce titre, des négociations ont été engagées entre la commune et le propriétaire de la parcelle F60 d'une contenance de 6090 m², 6 Lieu-Diminoy. En effet, l'acquisition de ce terrain doit permettre la valorisation du lavoir situé sur la parcelle contiguë, section F numéro 61, d'une contenance de 20 m² appartenant à la commune et actuellement isolé au centre des parcelles privées. Par courrier reçu le 17 octobre 2022, le propriétaire du bien cadastré F60 d'une contenance, je vous l'ai dit, accepte de vendre son bien à la commune au prix de 4 500 €, hors frais de géomètre éventuels et frais d'acquisition à la charge de la commune. Il est précisé que la valeur du bien estimé est inférieure au seuil des 180 000 € nécessitant la consultation préalable de la direction régionale des finances publiques, tel que fixé par arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisition et de prise en location mobilière poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes. Donc, après en avoir délibéré, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches administratives nécessaires à l'acquisition du bien cadastré F60 le Diminoy d'une contenance de 6090 m² au prix de 4 500 € hors frais de géomètre éventuels et frais d'acquisition. Dire que les frais de géomètre éventuels et les frais notariés liés à toute démarche nécessaire au transfert de propriété seront pris en charge par la commune. Autoriser Monsieur le maire à signer le 10 actes notariés et d'intervenir au nom de la commune. Et indiquer que les crédits nécessaires à ces dépenses sont inscrits au budget de la commune. Opération 102 en article 2111. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Ah, pardon, Françoise. Ah, ouais, c'est appuie sur le bouton. Je ne vais pas au vote parce que c'est une personne de ma famille. Voilà. Parfait. Ah, ça y est. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2022-101, signature d'une convention entre les 5 communes du Val-de-Leigh dans le cadre des actions jeunesse de la Convention territoriale globale. La parole est à Vanessa. Les partenaires signataires de la convention initiale de la CTG et de son avenant signé le 22 mars 2022 se sont engagés à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs assignés dans le schéma de développement de la CTG composé de 18 fiches actions. Les acteurs jeunesse des communes de Salles, Belin-Belier et Le Barp disposant des points rencontres jeunes et d'information jeunesse ont pour volonté de faciliter la possibilité de partager des moments et des activités en commun pour l'intégralité des jeunes du territoire des 5 communes du Val-de-Leigh. Ce projet s'inscrit également dans le cadre du dispositif institutionnel du schéma départemental jeunesse. À cet effet, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention si annexée visant à développer les actions jeunesse de la CTG et d'établir une caisse de péréquation selon les montants perçus et dépensés par les communes et les règles de redistribution commune par commune, d'établir les règles d'usage et juridiques quant aux modes et moyens de transport mutualisés utilisés par les acteurs jeunesse lors des activités et sorties communes, d'établir les règles de valorisation quant à la mise à disposition des informateurs informatrices jeunesse sur les permanences organisées sur le territoire, d'établir des règles communes quant au respect des obligations fixées par la direction régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport,
Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer au nom de la commune la convention entre les 5 communes du Val-de-Lair dans le cadre des actions jeunesse de la CTG, si annexées aux présentes, précisant les engagements pris jusqu'au 31 décembre 2023. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2022-102, signature d'une convention avec la Fédération girondine de la Ligue de l'enseignement et de l'éducation nationale dans le cadre du projet Lire et faire lire sur l'année scolaire 2022-2023. La parole est à Morgane. Le conseil municipal, vu la tenue de la commission municipale Petite Enfance, Enfants, Jeunesse et Vie scolaire le 2 novembre 2022, pour rappel, le programme Lire et faire lire est un programme national décliné dans chaque département. Il a pour objectif de favoriser la lecture dite plaisir auprès des enfants, de transmettre le goût de la lecture et de faire découvrir la littérature jeunesse en promouvant le lien intergénérationnel, considérant que les lecteurs bénévoles sont âgés de 50 ans et plus. Ce projet, lancé l'an dernier, répond au PEDT et permet le développement d'une politique locale et partagée en faveur des enfants en mobilisant l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Suivant l'obtention du label Lire et faire lire par la collectivité, il est proposé au conseil municipal de continuer à s'engager à promouvoir la lecture en proposant le programme Lire et faire lire sur son territoire pour l'année scolaire en cours. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer au nom de la commune la convention avec la Fédération de Gironde de la Ligue de l'enseignement et l'éducation nationale si annexée aux présentes pour l'année scolaire 2022-2023. Préciser que la durée du label mentionné au sein de la délibération 2022-38 précité, à savoir 2 ans, est désormais portée à 4 années sur information de la Ligue de l'enseignement. Rappeler la cotisation annuelle est de 350 € pour l'année 2022. Est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est pas une question, c'est en fait c'est une question de principe. Pour moi, c'est la mission de l'école que d'apprendre à lire, à écrire et à compter, quoi. Alors, c'est bénévole, bien sûr, c'est très louable, je suis tout à fait d'accord, mais moi j'aurais préféré que ces bénévoles se rapprochent plutôt des enfants handicapés ou gravement malades, hein, pour leur apporter un peu de soutien, parce que voilà, c'est tout. Sinon, je trouve rien à redire, mais bon, je m'abstiendrai. D'autres questions? Je me vois, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. Délibération numéro 2022-103, contrat de cession de droits d'auteur entre la commune et l'association de photographie Contre-jour. J'en serai le rapporteur parce que Fabienne n'est pas arrivée. Non, c'est Pierre. Ah, c'est Pierre? Bah, très bien. Bah, vas-y. Non, vas-y. Parfait. Vu la tenue de la commission municipale association sport, culture et jumelage le 3 novembre 2022, suite à l'achat du château de Salles par la commune, par acte notarié en date du 10 juin 2022, des travaux et journées de rénovation dans le cadre de chantiers participatifs ont été organisés et se dérouleront sur plusieurs années. Afin d'immortaliser ces moments, la commune de Salles a souhaité faire appel et développer son partenariat avec l'association photographique déclarée sur Salles, à savoir l'association Contre-jour, pour des prises de vue. Ce contrat, si annexé, a pour but de régir les modalités de cession à titre gratuit à la commune des droits d'auteur sur les photographies et ou vidéos prises par l'association. Il permet à la commune de présenter, communiquer et reproduire les photographies et ou vidéos transmises par l'association précitée à la commune de Salles sur divers supports communication pour toute la durée de la protection des droits patrimoniaux d'auteur. Il est précisé que l'association conserve le droit moral et la paternité des œuvres, ainsi que le nom de l'association devra être cité au visa des crédits photos, vidéos. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes du contrat de cession du droit d'auteur si annexé. Autoriser monsieur le maire à signer ce contrat de cession des droits d'auteur avec l'association Contre-jour. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je me vois. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, numéro 2022-104, participation pour la protection sociale complémentaire santé et prévoyance dans le cadre d'une procédure de labellisation. La parole est à Carole. Vu l'avis du comité technique commun réuni en date du 16 septembre 2022,
La protection sociale complémentaire, dite PSC, renvoie aux contrats que les agents territoriaux souscrivent auprès de prestataires en matière de santé, mutuelle et de prévoyance, garantie maintien de salaire, décès, et ce en complément du régime de la sécurité sociale. Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs territoriaux de participer financièrement aux contrats de leurs agents. Le dispositif précisé dans le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 précité permet aux employeurs territoriaux de participer de manière facultative aux contrats dans le cadre d'une labellisation. Les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et souscrits individuellement par les agents, d'une convention dite de participation à l'issue d'une procédure de consultation ad hoc respectant les principes de la commande publique. Cette procédure peut être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées. L'avantage est, dans ce cas, de s'affranchir d'une procédure complexe nécessitant des compétences en assurance et en actuariat et d'obtenir des tarifs mutualisés. L'ordonnance numéro 2021-175 du 17 février 2021 susvisé et le décret 2022-581 du 20 avril 2022 susvisé prévoit l'obligation pour les employeurs territoriaux de participer financièrement au contrat prévoyance de leurs agents à partir du 1er janvier 2025, participation qui ne pourrait être inférieure à 20% d'un montant de référence fixé à 35 €, et au contrat santé à compter du 1er janvier 2026, participation qui ne pourra être inférieure à 50% d'un montant de référence fixé à 30 €. Ces dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier d'une couverture assurantielle les garantissant contre la précarité et d'harmoniser la législation déjà en vigueur dans le secteur privé. Il est précisé que la participation de la collectivité ne pourra être versée que si les agents ont souscrit un contrat labellisé ou faisant l'objet d'une convention de participation par la commune. Ainsi, pour percevoir cette participation directement sur sa paie, l'agent devra justifier annuellement, au mois de janvier, d'une adhésion à un contrat labellisé auprès du service des ressources humaines. Considérant la volonté de la municipalité de mettre en place cette participation dès le 1er janvier 2023 et selon un calendrier échelonné comme suit. Risque santé, 5 € en 2023, 10 en 2024, 10 en 2025 et 15 en 2026. Risque prévoyance, 7 € en 2025 ainsi qu'en 2026. Il est précisé que cette participation sera attribuée aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires et aux contractuels de droit public ou privé. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe de la mise en place de la participation à la protection sociale complémentaire dès le 1er janvier 2023. Décider que cette participation se fera selon la procédure de labellisation. Approuver le calendrier de mise en œuvre de la participation comme indiqué ci-dessus. Dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune selon le calendrier établi. Avez-vous des questions ? Pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Communications diverses. Les rapports annuels 2021 sur le prix et la qualité du service public vous ont été adressés avec la convocation. Les principaux éléments à retenir des rapports annuels d'eau potable pour la commune de Salles sont les suivants. Donc 7 449 habitants desservis, nombre de branchements 3 239, linéaire de réseau 97,11 km, prix TTC du service au mètre cube pour 120 mètres cubes, 1,58 € le mètre cube. Les taux de conformité sont à 100% et je vous laisse découvrir le reste. Les projets eau potable réalisés ou en cours, les travaux qui vont être réalisés sur la période 2020-2022, route du Val-de-l'Air, renouvellement de 170 mètres linéaires de canalisation d'eau potable et de 8 branchements,
chemin de Français et renouvellement de 80 mètres linéaires de canalisation d'eau potable. Les principaux éléments à retenir du rapport annuel assainissement de la commune sont les suivants. Donc, estimation du nombre d'habitants 4747 qui sont desservis par un système de collecte des eaux usées. Nombre d'abonnements 2064. Linéaire de réseau de collecte des eaux 42,21 km. Quantité de boue issue des ouvrages d'épuration en tonnes 35,4. Prix TTC du service de mètres cubes pour 120 mètres cubes par an 3,22. Estimation de la population desservie par le service public d'assainissement non collectif. Commune de Salles, nombre d'installations non collectives 1504, nombre d'installations soumises au contrôle 1468. Voilà, le prochain conseil aura lieu le 12 décembre 2022 et je vous propose maintenant de passer aux questions écrites qui ont été posées. Et on va commencer par l'avenir ensemble. Je vous laisse... Qui lit la première question? Oui. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, cette question concerne le projet de 36 logements en route du Val-de-l'Air. Nous nous sommes rendus compte que l'ancien projet de construction sur 6 terrains a été transformé en un permis d'aménager de 36 logements. Nous nous interrogeons sur le nombre de places de stationnement à réaliser dans cette nouvelle résidence. En effet, selon le PLU, article UB11 stationnement, une place doit être construite pour tout logement de surface plancher de 30 mètres carrés et 2 places au-delà. Cela devrait donc conduire pour la partie logement militaire, il y a 2 T2, 3 T3, 3 T4, 2 T5 selon le PLU, à la nécessité de réaliser 18 places plus une place handicapée. Or, sur le plan du projet, 14 places seulement y figurent. Il en manquerait donc 5. Pour la partie logement autre, il y a 10 T3, 16 T2, il faudrait 36 places plus une handicapée. Donc, quand seulement 23 places sont mentionnées sur le plan, il en manquerait 14. Dans ces circonstances, vous comprendrez que notre questionnement est légitime de disposer d'un nécessaire éclaircissement sur les raisons qui vous ont conduit à accorder un permis de construire non conforme au plan local d'urbanisme qui pourrait être contesté. Alors, avant de passer la parole à Patrick sur ce sujet, je note que si vous savez bien lire le PLU, notamment l'article UB11, je m'étonne que M. Poc, qui a dû participer aux réunions d'élaboration du PLU arrêté sous la mandature précédente, n'ait pas été en mesure de vous apporter une réponse, sauf à ne pas vous être intéressé au PLU. En effet, les normes de calcul fixées que vous rappelez ne s'appliquent pas pour les constructions destinées à l'habitat mentionnées à l'article 151-34 du Code de l'urbanisme. Une place de stationnement sera exigée par logement dans le cas de construction relevant des catégories précitées. Les logements sociaux font partie de ces catégories et ce projet ne nécessitait en tout et pour tout que 36 places. Le permis d'aménager a donc été délivré conformément à la loi et au PLU. Je ne m'étendrai pas sur les raisons qui nous amènent à avoir un projet dense aujourd'hui, mais c'est le résultat de plus-values malsaines et exorbitantes réalisé en premier lieu par quelqu'un que vous avez défendu ici quand nous voulions préempter ce terrain. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Je me réjouis toutefois de voir arriver aujourd'hui un beau projet, esthétiquement et qui est entièrement à vocation sociale. Comme je vous l'ai dit à de multiples reprises, nous devons aujourd'hui montrer une volonté forte de réalisation en termes de logements aidés du fait de l'absence de volonté politique sous la mandature précédente. Malgré une volonté très forte affirmée au SCOT et au PLUIH de 25 logements par an, nous n'arriverons même pas à nous mettre au niveau des autres communes du Val-de-l'Air alors que le besoin est énorme. Je sais que certains répondent que cela permet de faire venir des populations d'ailleurs, notamment de quartiers de la métropole, ce qui n'est pas l'exacte vérité, pour ne pas dire un mensonge indigne d'élus responsables. Tout logement social qui se libère ou est nouvellement ouvert doit être présenté à une commission d'attribution. Si le CCAS de la commune est en mesure de présenter 3 dossiers correspondant aux critères spécifiques du logement, un de ceux-là est retenu. Dans ce cas, nous sommes dans une priorisation locale, sauf urgence absolue.
Si nous ne sommes pas en mesure de présenter 3 dossiers, le complément est fait sur les demandes en cours du territoire et à l'extérieur. Voilà comment cela fonctionne. Mais attiser les peurs de l'autre est vraiment un sport qui me révulse au plus haut point et ne grandit pas, certainement pas ceux qui s'y prêtent. Patrick, je te laisse finir de répondre sur le sujet. Mais pour préciser, il y aura 44 places de parking sur ce projet de permis d'aménager. Et après, je vais vous lire quelque chose. Donc, mesdames, messieurs les conseillers, mesdames et messieurs les membres du groupe Salle pour tous, je suis particulièrement satisfait que votre question sur ces 36 logements ne porte que sur les places de stationnement. Vous avez énormément évolué depuis le conseil municipal de septembre 2020, où lors de notre proposition de préemption sur ce terrain, qui aurait pu voir arriver un projet social de 16 à 20 logements du bailleur social Gironde Habitat, vous aviez avec véhémence émis le fait que l'on ferait venir, je cite, Lormont, Senon et Bègle. Enfin, vous acceptez de voir le logement social, je dirais solidaire, comme un nécessaire partage de droits et de l'égalité de chacun à avoir un toit décent et pérenne. C'est étonnant de voir ce revirement en à peine un mois, puisque dans une de vos communications récentes, vous dénonciez avec force le fait que l'on ait dit que vous n'aviez pas fait de logements sociaux. Je confirme ces dires. Vous n'avez pas fait de logement de ce type pendant le dernier mandat. Alors ça ne représente qu'une personne, bien entendu, de ce dernier mandat. Sauf quelques primo-accessions et un projet en fin de mandat qui sont les 31 logements sociaux qu'il va y avoir là à côté, que l'on a repris. Où là, d'ailleurs, on a fait on a fait un retrait, on a été en tension avec eux pour en fait aller faire 8 places de parking supplémentaires, en supprimant la route qui traversait de la rue du Champ de Foire, allée du Champ de Foire, à la rue Vauchamp. La preuve que vous n'avez pas fait ces logements sociaux, c'est le data du gouvernement et la vue du répertoire des logements locatifs sociaux sur développement durable GouVFR. En effet, ce RPLS donne le nombre de logements sociaux existants à Salles sur les années 2014-2019, soit 191 en 2014 et 2015, 190 en 2016, et on arrive même à 189 logements de 2017 à 2019. De 2017 à 2019, dont acte. À nouveau, sur cette communication, vous évoquez dans une liste à l'après-vert les personnes que vous pensez voir arriver dans ces logements au travers des choix de la commission départementale d'attribution, en affirmant ce qu'est la réalité du logement social. Je vous cite: handicapés avec ou sans personne aidante, mal logés en réinsertion sociale, logés temporaires ou en urgence, chômeurs de longue durée, personnes venant d'habitat indigne, victimes de violences conjugales et sexuelles, victimes de proxénétisme ou sortant de la prostitution, personnes expulsées, mineurs émancipés ou majeurs pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance. Vous ne souhaitez donc pas aider ces gens, ou du moins une petite partie de ceux-ci. Nous, si, avec un traitement en mixité sociale sans les exclure. La différence, en fait, maintenant, c'est que le CAS a évolué depuis 2 ans. Alors, il coûte un peu plus cher, bien sûr, en prenant la compétence de bureau enregistreur pour les demandes de logement, ce que n'était pas le cas avant, que nous travaillons en fait aussi en parallèle entre l'urbanisme et le CCAS complètement pour faire ces logements, que nous sommes en contact permanent avec la direction de l'urbanisme et l'habitat du conseil départemental, pour définir les besoins et la politique de logement, que nous avons renoué les liens avec les bailleurs sociaux, tant les opérateurs publics, Gironde Habitat, Claircienne, qu'avec des opérateurs privés. Cette opération du PA est une opération privée avec un bailleur social, Link City pour ne pas le nommer. Voilà. Que nous accompagnons en fait dans cette volonté, car nous le savons tous que lorsque l'on pratique la politique de la chaise vide, nous ne contrôlons plus rien. Comme l'a évoqué Monsieur le maire, nous avons un objectif annuel de production de logements afin de rattraper le retard pris et anticiper, certes dans un futur lointain, les obligations de la loi SRU qui viendront un jour s'appliquer à notre territoire. Nous y travaillons dans le programme d'orientation et d'action Habitat du document d'urbanisme intercommunal qui verra le jour courant 2023. D'ailleurs, le SCOT aussi nous y oblige également et vise une production de logements équilibrés répondant aux besoins des ménages présents et à venir. Il nous guide et nous invite à suivre cette trajectoire que nous ne pouvons plus ignorer. Je vous confirme donc mes propos tenus dans l'article du Vivre à Salles concernant cette thématique. Je vous remercie. Monsieur Artini, ce n'était pas la question.
Vous n'avez pas répondu à la question. Vous avez parlé d'autres choses, mais vous n'avez pas du tout répondu à la moindre question. C'est une annexe. Considérez ça comme une annexe. Non, mais si c'était une annexe, Monsieur Téchouer, les questions écrites ne suscitent pas de débat. Elles répondent une réponse, point. Voilà, fin des débats. Voilà. Question suivante maintenant, s'il vous plaît. Suivante, s'il vous plaît. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, certains habitants de notre village nous posent la question quant à la statue du Gemeur sur le rond-point du carrefour. Elle a été pliée à sa base apparemment par un automobiliste. Toutefois, cette situation date de plusieurs mois et rien n'a été fait pour la redresser. En début de séance, là, il m'a été dit que le tiers en cause aurait été identifié. Donc c'est un accident, un dégât au domaine public, donc l'assurance, elle devrait marcher. Qu'est-ce qu'il en est ? Alors, la réfection de la statue du Gemeur a relevé d'une triple problématique, ce qui explique les délais dans sa remise en place. Pour vous rassurer, la réunion pour ce chantier a lieu après-demain avec l'entreprise et le devis de réfection est signé depuis de nombreuses semaines. Le premier problème, ce monument a été détruit à la suite d'un accident de la circulation, comme vous dites, et a été traité entre les assurances, ce qui met déjà du délai. Deuxième problème, le matériel utilisé pour la confection de la statue ne permet pas qu'il soit redressé. Moi, je pensais que c'était de l'acier. En réalité, c'est pas ça, c'est un autre composant. Et si on essaie de le redresser, on va le casser. Il faut en confectionner donc un nouveau. Troisième problème, dans ces délais, le propriétaire du véhicule incriminé est décédé. Donc, si on met tout ça bout à bout, voilà les trois problématiques. Nous devrons donc retrouver prochainement le rond-point dans sa configuration initiale du Gemeur. Voilà. Merci, monsieur le maire. Ceux qui nous posent des questions sont... Question suivante. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, nous tenons à attirer votre attention sur un manque d'informations collectives découlant des commissions municipales. En effet, l'article 26 du règlement intérieur, il est stipulé un compte-rendu succinct reprenant le cas échéant les avis, propositions et demandes particulières est adressé dans les meilleurs délais à l'ensemble des conseils municipaux. Or, il n'y a que M. Boutet, vice-président de la commission enfance et jeunesse, qui prend le temps de le faire. Chacun d'entre nous participons à certaines commissions, mais une vue d'ensemble d'autant plus qu'elle est réglementaire serait un plus. Nous serions gré dès lors de bien vouloir nous adresser dans un délai raisonnable à tous les élus le compte-rendu de chaque commission comme vous êtes engagé par écrit, en vous remerciant d'avance pour l'effort futur. Bon, il faut toujours un bon élève, nous on l'a. C'est parfait. Une fois n'est pas coutume, je vais abonder dans votre sens. Il m'apparaît important qu'un relevé de conclusion soit effectué à l'issue de chaque commission, y compris pour ma propre information. Une demande a été faite en ce sens au bureau municipal et il appartiendra aux adjoints de mettre en place un processus permettant la réalisation de ces relevés, y compris en y associant tous les membres des commissions, désignant à chaque fois un rapporteur. J'approuve d'autant plus ces demandes que cela aurait été bien utile quand nous étions dans l'opposition, même pour le peu de commissions qui existaient. Voilà. Je rajouterais simplement que ce n'est pas aux adjoints, c'est aux vice-présidents des commissions. Pardon, de faire les comptes rendus, peut-être. Mathieu. C'est pour toi. C'est pour toi. Alors, Mathieu, à toi. Oui, merci. Des parents d'élèves ont trouvé inquiétantes les conditions d'accueil au service minimum mardi 18 octobre 2022. On s'en rappelle, journée de grève nationale. Ils vous ont adressé un courriel le 19 octobre, c'est terminant ainsi. La perception que les enfants et nous-mêmes avons pu avoir de cette journée demeure décevante et inquiétante. Nous attendons une réponse constructive pour la suite de l'année scolaire dans le souci de l'organisation de chacun et du bien-être de tous. En réponse continue, des justifications et du mépris. Devant l'inquiétude des parents qui ont eu le sentiment d'être pris en otage face à cette situation, vous les avez renvoyés, je cite votre réponse, à ceux qui ont eu à l'être, que ce soit dans notre pays lors de la Seconde Guerre mondiale ou tous les jours dans les contrées bien moins favorisées que ne peut l'être notre pays. Comble de l'arrogance, vous espérez que dans la future vie de nos enfants, ils n'auront à connaître que des difficultés semblables, c'est-à-dire insignifiantes à vos yeux.
Et pour conclure votre réponse, selon vos propos, ils peuvent s'estimer heureux que vous daigniez leur répondre. Les parents concernés et consternés, et j'ai envie de dire, vous ont répondu « Nous prenons bonne note de votre réponse décevante et si peu constructive. Les références mentionnées sont inappropriées et abusives. Il est dommage de témoigner de tant de mépris et d'agressivité envers des familles qui vous interpellent. Il existe des fonctions où le mépris ne devrait pas être de mise. Parmi les qualités qu'on est en droit d'attendre de nos élus, je crois que l'écoute serait sans doute parmi les premières. Quand nos citoyens nous font remonter leurs difficultés, leurs problèmes, leurs craintes, notre rôle en tant qu'élus ne serait-il pas de les prendre en compte dans leur globalité, d'essayer de les comprendre et, le cas échéant, et dans la limite de nos facultés, d'y répondre? La parole à Morgane. Avant de répondre à cette question et pour que nous ayons tous un niveau suffisant de connaissance de ce dossier, je tiens à vous donner tous les éléments relatifs à l'intervention de M. Lecoq dans le cadre du SMA. Lors de la journée de grève du 18 octobre, et comme le Code de l'éducation l'impose aux communes, nous avons mis en place un service minimum d'accueil, le nombre d'enseignants en grève dans certaines écoles étant égal ou supérieur à 25%. Je rappelle que ce service ne s'applique que pendant le temps scolaire et qu'il est gratuit pour les familles. L'organisation de la journée proposée aux enfants dans le cadre du SMA s'est faite en tenant compte de deux éléments principaux. Le premier, accueillir les enfants dont les enseignants étaient absents pour fait de grève de la meilleure manière possible dans les classes disponibles. Le second, permettre une scolarisation normale pour les enfants dont les cours étaient assurés, ce que nous avons fait. Je ne peux donc laisser dire, comme évoqué dans le courrier qui nous a été adressé par 2 parents, que les enfants bénéficiant du SMA ont été discriminés ou stigmatisés. Ils ont été accueillis dans le cadre d'un SMA, c'est-à-dire d'une mesure visant à soulager les parents dans un contexte exceptionnel et de manière minimale, comme le nom l'indique, en aucun cas se substituer aux enseignants, voire à un LSH. Lors de chaque mouvement revendicatif, les conditions habituelles de scolarité sont perturbées et la commune doit souvent mettre en œuvre dans l'urgence le SMA. Comme vous en doutez, nous ne disposons pas de personnel immédiatement disponible sur ces créneaux en grand nombre, ce dernier étant déjà employé la plupart du temps à ce moment-là. Compte tenu de cette situation exceptionnelle, il m'a semblé indispensable de mettre les choses au clair et de répondre précisément à la question que vous soulevez, Monsieur Lecoq. Que le SMA ait pu être réalisé d'une manière qui n'ait pas donné cette entière satisfaction à certains parents, j'accepte la critique. Que ne pas savoir quel enseignant participe au moins une semaine à l'avance à la grève et que cela entraîne une gêne pour les familles, je peux l'accepter, mais ce n'est pas de notre fait. Mais par contre, Monsieur Lecoq, qu'on se serve d'une situation particulière pour dire que l'on prend en otage nos enfants, je ne peux pas l'accepter. Que le déroulement difficile de cette journée exceptionnelle obère l'avenir scolaire, professionnel et humain de nos enfants, je ne peux pas l'accepter. Les mots ont une importance et le ton employé aussi. Que l'on me qualifie d'arrogant et méprisant, Monsieur Lecoq, parce que j'ai répondu légitimement à des mises en cause, à des accusations, je ne peux l'accepter. En tant qu'élu chargé de la petite enfance, des affaires scolaires et de la jeunesse, je me suis fixé une seule et unique mission. Tout le monde a encore pu le constater ce soir à travers nos délibérations, à travers l'ensemble de nos actions au quotidien. Que ma priorité, comme celle de l'ensemble de l'équipe municipale, est le bien-être et le développement des jeunes Sallois. Je déplore simplement que quelques difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du SMA puissent générer une basse polémique politicienne dont je vous croyais, Monsieur Lecoq, au-dessus de ces pratiques. Et je pense que personne ne sort grandi de celle-ci. Deuxième question. En 2021, le budget d'investissement s'est élevé à 3 666 609 €. 48% de ce budget n'avait pas été réalisé. Pour 2022, le budget d'investissement historique se porte à 5 710 639 €. Ce budget, extrêmement volontaire, jamais égalé, devait permettre de démarrer des investissements très importants pour le développement de notre commune. Pouvez-vous, avec des chiffres à l'appui, s'il vous plaît, nous faire part des investissements qui ont été réalisés dans notre commune à ce jour? Je laisse la parole à Nadège. Alors, chiffre à l'appui. Diaporama, c'est où? C'est là. Ah, ça va pas. On est parti. Donc, petit point sur le budget investissement pour ce conseil municipal. Donc, pour rappel,
Après décision modificative de ce soir, notre budget investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à 5 079 503,57 €. Donc il y a 3 jours, le compte administratif, c'est-à-dire ce qui est réalisé, était de 3 318 736 € en dépenses d'investissement, ce qui fait un pourcentage de réalisé et engagé de 65%. Concernant les dépenses, concernant les recettes d'investissement, un peu plus, nous sommes à 67%. Pour avoir un peu plus de détails, je vous ai mis par programme, donc ce qui avait été réalisé. Le total de tous ces montants fait 3 318 736 €. Voilà, alors je ne sais pas si vous voulez d'autres précisions. Aujourd'hui, de toute façon, vous donnez des chiffres plus importants. Voilà. Bon, de toute façon, ce qui est clair, c'est que nous, ça nous a permis de voir que déjà l'engagement était déjà pas mal, surtout qu'il y a beaucoup d'opérations qui vont arriver en fin d'année. Donc ce document, de toute façon, sera joint au compte-rendu du conseil municipal. Et si vous avez besoin de précisions complémentaires, vous pouvez prendre rendez-vous avec le service finance ou avec moi-même ou avec le vice-président de la commission des finances. Merci. Parfait. Mathieu, dernière question. Troisième question. Ce qui ressort de l'ensemble des inquiétudes de nos concitoyens lors des conseils de quartier est prioritairement le problème de la sécurité sur nos routes. Ce problème ne date pas d'hier. Lorsque j'avais moi-même évoqué ces problèmes d'insécurité routière au tout début de ma prise de fonction, le 8 octobre 2022, Monsieur le maire me confia à la délégation des dossiers relatifs aux aménagements pour la sécurité, ce qui jusqu'à présent se relève être une mascarade. Après avoir obtenu que la route de Jean Roux soit prioritaire pour sa rénovation, je vous confirme que je ne suis pas décisionnaire des aménagements de sécurité qui vont être choisis pour sécuriser cet axe, ni les autres d'ailleurs, si tant est qu'il y en ait de prévu. Sur ma demande, ce sujet devait être abordé lors des prochaines réunions de conseil de quartier. Est-ce que ce fut le cas? Je n'en sais rien non plus. Je ne suis pas dans l'équipe de la majorité, alors que vous me teniez à l'écart de vos choix et de vos décisions, cela ne me gêne pas et je le comprends. Par contre, je refuse de servir de faire-valoir pour les non-actions de votre groupe sur ces sujets qui sont au centre des préoccupations de nos administrés. Par conséquent, merci de me retirer cette délégation. Et peut-être la confier à l'élu référent sécurité routière désigné en février de cette année. Ce dernier s'est vu confier différentes missions, notamment favoriser la mise en œuvre d'un plan de prévention des risques routiers ou encore diffuser l'instauration de plans d'action auprès des administrés. Concrètement, où en est-on ? Alors cette question est pertinente et va me permettre de faire une petite mise au point, et en rappelant quand même que tous les mots ont une signification, il faut faire attention comment on les utilise. Je remarque qu'on s'approprie facilement les choses qui vont être réalisées, mais je vais reprendre une expression que certains aiment bien ici, je vais remettre le clocher au centre du village. Tu n'as rien obtenu du tout pour la route de Jean Roux, puisque c'est à ma demande que celle-ci est redevenue prioritaire, après que la commission à laquelle tu participais, s'appuyant sur l'audit de voirie réalisé, ne l'avait pas classée dans les priorités de l'année. Quand je raisonne, c'est uniquement sur l'intérêt collectif et pas sur l'intérêt particulier des uns ou des autres. Ce n'est pas parce que j'ai des copains dans la rue que je défends telle ou telle réalisation, ce serait même plutôt l'inverse. Nous n'avons pas été élus pour défendre les demandes de son quartier ou celui de ses colistiers, mais bien pour prendre en compte une dimension globale et collective de la commune. Tu dis que ta délégation est une mascarade, j'en prends acte et je répondrai donc à ta demande, même si je le regrette. Mais une délégation, cela s'exerce. Une délégation, ce n'est pas donner des directives directement au service, c'est préparer les commissions, c'est écouter ce qui peut être dit par les chefs de service concernés par les problématiques et surtout voir les problèmes dans une globalité. Avant toi, Jean Dany a exercé sa délégation de façon très autonome. Cela ne l'empêchait pas de travailler avec les services et avec moi très régulièrement. Une chose est certaine, il a toujours défendu ses dossiers et je lui ai toujours laissé une grande marge d'action pour cette raison. Tout le monde n'a malheureusement pas la même élégance, mais les intentions finales ne sont peut-être pas non plus les mêmes. De ta part, je n'ai jamais reçu la moindre demande pour discuter de telle ou telle problématique. Pour la route de Jean Roux, par exemple, après l'avis négatif de la commission, tu aurais pu venir me voir pour en discuter. Si cela te tenait tellement à cœur, cela n'a pas été le cas. Donc t'attribuer ce qui va être fait dans ce secteur est donc cette fois un petit peu cavalier. Si cette route va être refaite cette année avec les aménagements de sécurité qui sont possibles, eu égard à
à la largeur d'emprise de la voie, c'est uniquement parce que j'ai étudié de près le rapport de voirie, un rapport de voirie que tu aurais pu t'approprier parce que c'est un document majeur pour éviter les décisions de copinage et d'intérêt. Un document que tu as en ta possession et qui a été présenté en commission. Moi, ce que j'y ai vu, c'est une priorisation importante à faire, car bien que l'État général ne la classait pas dans les premières priorités, c'est le flux de circulation journalier associé à cet état passable qui la rendait prioritaire à mes yeux, et c'est la raison pour laquelle elle a été intégrée aux réflexions lourdes de cette année. Voilà la vraie raison de la réflexion de cette voirie. Sur les aménagements de sécurité qui y sont prévus, ils seront implantés après présentation et avis du conseil de quartier, mais dans le respect de la légalité des aménagements qui peuvent y être réalisés. Je sais que la sécurité routière est au centre des préoccupations de nos concitoyens et je n'ai pas attendu cette intervention pour en prendre conscience. Mais tout ne se fait pas en un claquement de doigts, comme certains essaient de le faire croire. Des levées topographiques préalables nécessaires à tous les aménagements sont en cours, notamment au Caplan et dans le centre-ville, puisque l'entrée de la Vignole en venant de Salles a déjà été rendue. Un travail d'écriture du cahier des charges est en cours avec le CAUE pour la recherche d'un maître d'œuvre, nous permettant d'avoir des propositions d'aménagement de sécurité dans les différents quartiers. Tu as également été convié à une réunion de travail, je crois, avec le CEREMA, qui a eu lieu en février 2022, sur l'étude du plan d'action et de sécurité à laquelle tu n'as pas pu participer, pour laquelle tu t'étais excusé. Mais leur travail ne commencera que tout début 2023 parce que leur plan de charge de fin d'année était trop important. La vitesse routière a bien diminué sur notre commune grâce au travail de notre police municipale et à son équipement, même s'il existe encore des problèmes sur certains axes que nous allons traiter un petit peu différemment. Alors si c'est cela que tu appelles de l'inaction, alors je le revendique. Jean-Claude. Monsieur le maire, lors du conseil municipal du 27 juin dernier, il a été proposé au vote une demande de classement en zone urbaine à vocation d'hébergement touristique pour l'hôtel-restaurant 3 étoiles dit Domaine du Pont de l'Air. Les propriétaires désireux de vendre leurs biens ont trouvé un acquéreur qui prévoit un changement de destination dans l'exploitation du dit domaine. Cet acquéreur a d'ailleurs déposé une déclaration préalable de travaux au service de l'urbanisme. Comme la municipalité ne peut juridiquement pas faire obstacle à la vente d'un bien privé, plusieurs scénarios s'ouvrent dès lors. Soit vous allez vous acheminer vers un procès, soit vous allez jusqu'au choix du droit de préemption. Au final, je rappelle à tous, opposition et majorité, que ce sont les Sallois qui paieront l'addition. Ma question est simple, que comptez-vous faire vraiment ? Comme je l'ai rappelé ce soir, nous ne sommes pas élus pour répondre à des intérêts particuliers, mais bien à des intérêts collectifs. Qui peut dire ici que l'offre hôtelière est suffisante à Salles dans une ville de plus de 8000 habitants ? Nous avons en effet délibéré au Conseil de juin pour demander le classement de cette zone en zone urbaine à vocation d'hébergement touristique pour le futur PLUIH. Une décision prise à l'unanimité moins une abstention. Est-il bon de le rappeler ? Il est un fait qu'une déclaration préalable a été déposée pour un changement de destination de l'immeuble en question et que cette demande a été refusée par mes soins. Nous ne nous sommes pas appuyés sur cette délibération, mais sur l'absence de réponse à une demande de pièces complémentaires pour instruire cette déclaration. En effet, s'agissant d'un changement de destination pour transformer cet espace en logement, je le rappelle, il n'a pas été fourni de la typologie des logements envisagés, le nombre de logements sociaux qui aurait dû y figurer et la gestion des places de stationnement. C'est en ce sens que la déclaration a été rejetée. L'aménageur nous a donc saisis en recours gracieux et nous avons confirmé notre opposition sur ces points précis et exclusivement sur ceux-ci. Il est aussi un fait que désormais nous nous appuierons pour toute nouvelle demande sur la délibération demandant un changement de zonage par un sursis à statuer, sauf à ce que le projet réponde à la vocation d'hébergement touristique comme nous en avons délibéré. Voilà, le conseil municipal étant clos, je vous souhaite à tous une excellente soirée, pour ce qu'il en reste.